Bon, ce déménagement est bientôt terminé. Allez, plus que quelques éléments et on va être pas mal. La Villeneuve. Marie-Antoinette. Bon, ça y est, on peut reprendre la vidéo. Il faut savoir qu'à la cour d'Autriche, il n'y a pas d'étiquette, car l'impératrice Marie-Thérèse est une femme très occupée et qui n'a pas de temps à perdre. À Versailles, c'est le contraire. La vie est rythmée par l'étiquette voulue par Louis XIV. Louis XV l'a conservée, mais l'a modifiée pour l'adapter à son goût. À partir du moment où Marie-Antoinette est désignée comme dauphine, on va l'initier à l'étiquette française. Toutefois, comme dans toute chose, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Marie-Antoinette ne va donc découvrir le quotidien de Versailles qu'une fois sur place. Et au vu de son caractère, cela l'ennuie fortement. Cette scène ne s'est pas passée le premier jour à Versailles en 1770, mais en 1774. La comtesse de Provence ne pouvait pas être présente en 1770, car en fait elle n'épouse le frère de Louis XVI qu'en 1771. Sofia Coppola, la réalisatrice, va reprendre les grandes lignes de cet événement, tout simplement pour montrer que Marie-Antoinette n'est pas fan de l'étiquette. Madame de Campan rapporte cet événement dans ses mémoires. En 1774, un jour d'hiver, il arriva que la reine, déjà toute déshabillée, était au moment de passer sa chemise. Je la tenais toute dépliée. La dame d'honneur entre, se hâte d'ôter ses gants et prend la chemise. On gratte à la porte. On ouvre. C'est madame la duchesse d'Orléans. Ses gants sont ôtés. Elle s'avance pour prendre la chemise. Mais la dame d'honneur ne doit pas la lui présenter. Elle me la rend. Je la donne à la princesse. On gratte de nouveau. C'est madame, comtesse de Provence. La duchesse d'Orléans lui présente la chemise. La reine tenait ses bras croisés sur sa poitrine et paraissait avoir froid. Madame voit son attitude pénible, se contente de jeter son mouchoir, garde ses gants et en passant la chemise, décoiffe la reine qui se met à rire pour déguiser son impatience. Mais après avoir dit plusieurs fois entre ses dents « C'est odieux, quelle importunité !» Marie-Antoinette trouva dans le château de Versailles une foule d'usages établis et révérés qui lui parurent insupportables. Nous n'avons pas de témoignage à ce sujet. Par contre, nous savons que Marie-Antoinette était connue depuis son enfance pour être moqueuse. De plus, on lui attribue la fameuse phrase « Je ne comprends pas que l'on puisse encore paraître à la cour après l'âge de 30 ans ». Son comportement est donc celui d'une adolescente de 14 ans immature, qui va se moquer par ennui. Cette scène représente la nouvelle génération qui critique une ancienne génération ringarde. On peut cependant reprocher à ce passage le maquillage grotesque de la vieille dame, qui dénote au milieu de personnes qui ne sont pas grimées. Les repas se font comme une représentation publique. Marie-Antoinette mange peu et ne boit que de l'eau. Par contre, le futur Louis XVI est un très bon mangeur et il honore les 28 plats du repas à la française. Du coup, pour Marie-Antoinette, ça devait être interminable. L'histoire ne dit pas cependant si son mari était un aussi mauvais voisin de table. Sofia Coppola représente la favorite comme une fille de saloon malpolie. Elle rote bruyamment à table et choque toutes les personnes présentes, sauf Louis XV. En réalité, elle n'est pas du tout comme ça. Louis XV et la du Barry se sont vraiment aimés au-delà du simple rapport physique. De plus, pour lui plaire, il faut briller par sa conversation. Elle est intelligente et apprécie les arts et est bien éduquée. Bon Sofia, qu'est-ce que tu nous as fait là? Pourquoi tu as dépeint cette pauvre femme qui est intelligente, belle, qui a de la conversation, comme une vraie cagole? Je pensais que tu étais féministe, que tu faisais un film sur les jeunes filles, et là tu nous fais n'importe quoi et tu la dépeins comme la pire des machos. C'est le monde à l'envers.
Dans la scène se passant dans la Galerie des Glaces, elle est méprisable. Elle est accompagnée d'un petit Indien qu'elle va réprimander comme un vulgaire domestique encombrant. Cette scène est fausse. Le serviteur indien, Zamor, a 8 ans. Elle va le costumer. Il la fait rire, c'est un plaisantin. Il vit dans ses jupons. On lui pardonne tout. Malheureusement, il votera son exécution à la Révolution française. Ça, c'est de la reconnaissance. Une vraie fils de puterie. La scène où Marie-Antoinette découvre la Dubarry a lieu la veille de son mariage royal. Au départ, la dauphine trouve la dame charmante. Mais par la suite, elle sera la plus sotte et impertinente créature qui soit imaginable. Les seules parties historiques utilisées par Sofia Coppola sont le conflit entre la Dubarry et Marie-Antoinette, ainsi que l'exil de la Dubarry au moment de la mort de Louis XV. En arrivant à Versailles, Marie-Antoinette tombe en pleine guerre de clans et va tisser toutes sortes de relations. Le film s'inspire de la réalité, zappe des faits et commet des erreurs grossières. Louis XV, il est l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Il est également le grand-père de Louis XVI. Il était bien aimé au début de son règne, mais ce n'est pas le cas à la fin de sa vie. Les tantes de Marie-Antoinette. Lorsqu'elle arrive, Marie-Antoinette trompe l'ennui en rendant régulièrement visite à ses tantes. Ces dernières sont friandes de conflits, de cancans et de moqueries. Au début, elles s'étaient placées contre Choiseul concernant le choix de la dauphine. Par la suite, elles influencèrent Marie-Antoinette pour se placer dans le clan des opposants de la Dubarry. Poussée par sa mère, la dauphine s'éloigna de ses cagoles. Le comte et la comtesse de Provence. Si la bonne entente entre les frères est assez variable, le film n'aborde pas la complexité des relations et des clans. Le couple de Provence a longtemps fait partie du clan de la Dubarry pour plaire à Louis XV. Ils ont donc œuvré contre Marie-Antoinette. À la mort du roi, le duo s'empressa de retourner sa veste et de se faire oublier. Le comte de Provence est connu pour être un libertin convaincu. Oh, le coquinou! Le comte et la comtesse d'Artois. Le film va véhiculer une erreur. Ce n'est pas la comtesse de Provence qui accouche, mais la comtesse d'Artois. Le couple de Provence n'aura d'ailleurs pas d'enfant. De plus, la comtesse d'Artois accouche en 1775, après la mort de Louis XV, contrairement à ce que raconte le film. Sofia Coppola retransmet bien la scène. D'ailleurs, Madame de Campan, la favorite de la reine, retransmet dans ses mémoires ce qu'il s'est passé. Elle dit « Les poissardes la suivirent jusqu'aux portes de ses cabinets en lui criant avec les expressions les plus licencieuses que c'était à elle de donner des héritiers. La reine arriva dans son intérieur, très agitée et précipitant ses pas. Elle s'enferma seule avec moi pour pleurer, non de jalousie sur le bonheur de sa belle-sœur, elle en était incapable, mais de douleur sur sa position. » L'ambassadeur Mercy et Marie-Thérèse. La relation entre l'ambassadeur Mercy, Marie-Thérèse d'Autriche et Marie-Antoinette est exacte. Mercy joue l'espion pour Marie-Thérèse et s'applique à appuyer ses décisions auprès de la dauphine afin de l'influencer pour le mieux. Dans ce triangle, c'est Marie-Thérèse d'Autriche qui dirige. Mercy influence et rapporte tandis que Marie-Antoinette s'arrange, ignore ou cède. Toutefois, Sofia Coppola a évincé l'abbé confesseur de la dauphine à qui elle se confie et qui la conseille avec parfois l'appui de Mercy. La princesse de Lamballe. C'est la première vraie amie de la dauphine. Elle est fidèle jusqu'aux dernières heures. C'est elle que l'on voit au début du film à côté de la reine à la messe ou dans ses appartements. La comtesse de Polignac. C'est une amie profiteuse qui va évincer la princesse de Lamballe afin de prendre sa place dans le cœur de la reine. Les historiens ne s'accordent pas sur la nature de la relation du couple royal. Tantôt tendre amoureux, tantôt de simples amis avec des touches de moquerie. Il est vraiment difficile de savoir ce que ressentaient deux personnes décédées depuis aussi longtemps. Toutefois, le film retrace bien tous les rebondissements jusqu'à la consommation du mariage. Petit 1. Le désintérêt du dauphin. Le type n'aime pas le sexe. Petit 2. Ses difficultés physiques. Or, le type n'était pas aidé par la nature. Petit 3. La consultation d'un médecin. C'est grave, docteur? Petit 4. La rivalité avec la comtesse d'Artois. Un vrai truc de gonzesse. Petit 5. L'inquiétude de Marie-Thérèse d'Autriche. Art, je ne serai jamais grand-mère?
Petit 6. C'est bien cadré là? Ok. L'intervention de l'empereur. Art, mon cher beau-frère, il va falloir y aller au turbin. Bon, dans le film, tout cela est plié en 2 minutes. Alors que dans la réalité, ça a duré 7 ans. 7 ans. Ça fait long. Très long. Le couple royal aura 4 enfants. Marie-Thérèse, née en 1778, c'est la future Madame royale. Elle sera surnommée Mousseline par la reine. Louis-Joseph, né en 1781. Cet enfant a une santé fragile et va souffrir de la tuberculose. Il va mourir en 1789 au moment de la Révolution. Marie-Antoinette va beaucoup s'occuper de lui jusqu'à la fin. Et cet événement va souder le couple royal. Louis, né en 1785, deviendra le futur Louis XVII. Il est surnommé Chou d'amour par la reine. Marie-Sophie, née en 1786. Elle meurt à l'âge de 15 mois suite à une défaillance pulmonaire. L'ensemble des historiens n'arrivent pas à s'accorder sur ce sujet. Quant aux sources, elles n'apportent aucun témoignage convaincant. De plus, s'ils avaient été amants, Merci l'aurait appris, et l'aurait aussitôt rapporté à un membre de la famille impériale autrichienne. Si ce type avait été un élève, ça aurait été le faillot de la classe. Sofia Coppola imagine une idylle née lors d'une rencontre à un bal masqué qui a vraiment eu lieu le 30 janvier 1774. Marie-Antoinette y a bien rencontré Fersen. Elle était masquée et resta incognito durant 30 minutes. Bon, en James Bond Girl, elle aurait été nulle. Toutefois, ce n'était pas leur première rencontre. Le comte de Fersen fut présenté à la cour le 1er janvier 1774, puis assista au bal de la Dauphine 9 jours plus tard. D'après le journal intime du comte, il y resta quelques heures, mais ne nota rien de mémorable. Aucun coup de foudre n'est rapporté. Fersen disparaît de Versailles pour y revenir 4 ans plus tard. C'est donc en 1778 que naît un amour platonique qui perdurera au-delà de la mort. On peut reprocher au film de montrer cette relation sous la forme d'une amourette d'été et au fait que Fersen disparaît brutalement. On prête toutes sortes de liaisons à la reine. Le comte de Provence va même lancer une rumeur d'une relation amoureuse entre la reine et la comtesse de Polignac, sous prétexte qu'elles étaient démonstratives. Ma chère Marie-Antoinette, c'est bon. On peut le faire. Grâce à ce film, Sofia Coppola dit que nous avons été amants. Mais pourquoi? C'est dans le film. Mais qu'est-ce que c'est ça? Marie-Antoinette, Evelyne Levet. La reine Marie-Antoinette et les comtes de Fersen n'ont eu qu'un amour platonique. Oh non! Il faut savoir... Je ne sais plus. Nous n'avons pas de témoignage à ce sujet. Oula. Ça commence fort. Ah ouais, ça c'est un Z comme Zorro quoi. Un Z qui veut dire Zamor. Bon, il y a un problème là. Pourquoi faire de cette femme pute mal éduquée? C'est pas une question qu'il faut poser. Allez, plus que quelques éléments. Et on va être pas mal. Enfin, Yoshi s'est suicidé.